Jusqu'où ira la dégradation des relations entre la France et la Turquie? Comment Emmanuel Macron est-il devenu la tête de turc de son homologue? De quoi cette crise est-elle le nom? On s'y intéresse de près ce soir dans Orient et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Rémi Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Chercheur à l'Institut national des études stratégiques de Tel Aviv. En Skype depuis Rishon LeZion, dans la banlieue de Tel Aviv, Chai Etan Cohen, spécialiste de la Turquie à l'Institut de sécurité et de stratégie de Jérusalem. Et puis Nathan Chouraki, notre analyste maison, de retour en Israël. Bonjour à vous et bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation, messieurs. On se retrouve tout de suite après l'entrée en matière. Elle est signée ce soir Ariane Ménage. Nathanaël Chouraki, on va peut-être commencer par le point de friction le plus épidermique entre les deux présidents, les caricatures de Mahomet. Vous l'avez trouvé convaincant, le président français, lors de son entretien donné à nos confrères d'Al Jazeera? Eh bien, écoutez, j'ai trouvé habile. En tout cas, il avait à minima deux objectifs et probablement incompatibles en réalité en tête, le président français. Tout d'abord, il devait étouffer d'une certaine manière l'espace de l'extrême droite en continuant de se placer en anti-Erdogan, en protecteur de la France et de ses libertés face aux néo-islamistes de l'AKP. Il a plutôt réussi, mais d'un autre côté, il ne fallait pas s'aliéner encore plus une partie de sa propre minorité musulmane. Et c'est ce qu'il a fait en rappelant que 80% des victimes du terrorisme islamiste étaient musulmanes et en se posant donc aussi en protecteur des musulmans français. Alors, c'est habile, peut-être trop habile, en tout cas. Cela a eu le mérite d'un certain équilibre. Il est probable que Recep Tayyip Erdogan ne s'était pas attendu à une telle campagne médiatique de la part du président Macron, sans compter les diverses unités gouvernementales qui, en arabe sur les réseaux sociaux, essaient de proposer un contre-discours. Ouais, Rémi Daniel, pourquoi le projet français sur le séparatisme islamiste a-t-il autant hérité le président Erdogan alors qu'il s'agit avant tout et d'abord d'un dossier franco-français? Ce n'est pas forcément un dossier franco-français, puisqu'une partie importante de cette politique de lutte contre le séparatisme est notamment de contrôler, voire d'expulser une partie des imams qui ne sont pas français, qui sont financés par l'étranger. Or, il faut savoir que la majorité de ces imams, plus de la moitié des imams qui viennent de l'étranger, qui sont financés par l'étranger et qui servent en France, sont turcs. Donc, Erdogan a un intérêt, je dirais, concret, immédiat dans cette affaire. En plus, il faut le dire aussi, vous avez mentionné ça dans le reportage, ça s'inscrit dans un contexte particulièrement mauvais pour les relations franco-turques. C'est aussi un contexte où Erdogan essaye à la fois, pour mobiliser sa base en Turquie, pays qui est quand même dans une situation de crise assez grave, et pour mobiliser des soutiens dans la région, joue depuis déjà plusieurs années la carte islamiste. Donc il y a là, certes, de l'idéologie, mais il y a aussi des intérêts concrets qui est la place de l'islam turc en France et des intérêts plus cyniques, l'utilisation de l'islam pour mobiliser un public en Turquie et en dehors de la Turquie. Chai Etan Cohen, la laïcité est censée être l'un des fondements de la République turque. Pourquoi traiter de fou le président Macron quand il tente de la faire respecter dans son propre pays? Je crois qu'Erdogan tente d'en faire une affaire personnelle avec le président Macron, et non pas avec la France en tant que nation. Il comprend pertinemment que les élections françaises approchent, et il estime que Macron sera vaincu. Il veut donc signaler à celui qui lui succédera à l'Élysée que les relations entre la France et la Turquie pourraient connaître de jours meilleurs sans Macron. En tapant sur Macron, il gagne ainsi à moindre coût des points sur la scène intérieure turque et dans les urnes. Nathanaël Chouraki, avec du recul, est-ce que Nicolas Sarkozy, plus généralement l'Union européenne, ont eu raison ou tort de ne pas intégrer la Turquie à Bruxelles? Certains diront très clairement, regardez ce que fait la Turquie aujourd'hui, elle n'était extrêmement pas soluble dans l'Union européenne. On peut voir les choses totalement différemment en réalité. C'est Recep Tayyip Erdogan qui a longtemps mené cette politique de chercher à inclure la Turquie dans l'Union européenne. Et ce n'est que le refus de l'Union européenne et du monde occidental, autant inclus graduellement, d'inclure la Turquie qui a créer ce contre-agenda néo-ottoman, néo-islamiste, comme on pourrait dire, qui a poussé Recep Tayyip Erdogan, jadis champion de ce kémalisme pro-européen, à se tourner davantage vers le Moyen-Orient, avec des dates clés progressivement, ces refus d'entrée enregistrés
par la Turquie dans l'Union européenne, mais également le conflit avec la Grèce, où son alliance avec l'OTAN et l'Union européenne ne lui a guère servi à Recep Tayyip Erdogan. 2015 également, le conflit en Syrie, où par erreur, semble-t-il, un avion russe avait été abattu par la Turquie, et où, face aux menaces russes, eh bien, Erdogan avait cherché le soutien de l'Union européenne. Pas d'écho. C'est une série de micro-humiliations, on pourrait dire, en tout cas de revers diplomatiques qui ont généré ce changement de stratégie. Donc en réalité, on peut faire l'argument inverse en disant que peut-être que l'Union européenne s'est privée d'un allié de valeur en ne l'incluant pas si tôt ou plus tôt dans l'Union européenne, et l'a donc d'une certaine manière aliénée, même si il serait excessif de penser que la Turquie est un ennemi à 100% de l'Union européenne. La Turquie a désormais son agenda à elle qui échappe à la logique de bloc. Rémi Daniel. Oui, alors tout d'abord, juste pour répondre à la question sur la laïcité, rassurez-vous, Erdogan essaye aussi de diminuer la laïcité en Turquie, c'est très clair, même si encore dans les textes, la République turque est un État laïque. Sur la question de l'Union européenne, on pourrait dire que, sans répondre à la question de est-ce qu'il fallait faire entrer la Turquie ou pas, on peut dire que l'Union européenne a fait toutes les erreurs possibles dans sa gestion du dossier turc. D'ailleurs, pas que dans les années 2000, pas que Nicolas Sarkozy, à partir des années 60, avec quand même une série d'humiliations. C'est-à-dire que la Turquie essaye depuis les années 60 d'entrer dans l'Union européenne. L'Union européenne fait patienter, dit oui, dit non, fait rentrer la Grèce, fait rentrer Chypre, la partie grecque de Chypre, en humiliant à chaque fois les Turcs. Et en même temps, l'Union européenne, quand Erdogan est arrivé au pouvoir, elle a mal compris aussi une partie de ses réformes. Notamment, elle a cru que des réformes qui se sont avérées en fait comme affaiblissant les contre-pouvoirs, certes contre-pouvoirs un peu critiquables puisqu'il s'agissait de l'armée et du système judiciaire, Erdogan les a présentées, ces réformes, comme étant des réformes démocratiques, et l'Union européenne les a saluées. C'est-à-dire que l'Union européenne, on a l'impression, et notamment dans les années 2000, notamment face à Erdogan, n'a jamais rien compris de ce qui passait en Turquie. Elle a vu une démocratisation quand il n'y en avait pas, et à chaque fois qu'il y avait un mouvement ou un pas à faire vis-à-vis de la Turquie, elle l'a mal joué en accumulant les humiliations, ce qui explique pourquoi on arrive en 2020 à une situation où il y a énormément de rancœur à Ankara vis-à-vis des Européens et de l'Union européenne en particulier. Khaïtan Cohen, vous êtes d'accord pour dire que finalement aujourd'hui, sous Erdogan, la Turquie a définitivement tourné la page du kémalisme, cette république qui est laïque, tournée vers l'Occident jadis? Oui, effectivement, je crois qu'Atatürk doit se retourner dans sa tombe après les réformes menées par Erdogan. Dès lors que l'AKP a accédé au pouvoir, il n'a eu de cesse de vouloir mettre fin à ce qu'il a appelé l'oligarchie dominante. Avec toutes ces réformes et avec toute l'influence du religieux sur la sphère publique, notamment par le biais de l'autorité du culte, qui, soit dit en passant, est instrumentalisée pour influencer l'islam de France à Paris, à Strasbourg, à Lyon ou à Bordeaux. Alors vous parliez, Khaïtan Cohen, de la communauté turque de France. Elle compte environ 700 000 membres. Que pense-t-il de ces tensions entre la France et la Turquie? On écoute plutôt ce restaurateur, on en discute tout de suite après. Les Erdogan, il n'en changerait jamais. Comme la France, il n'en changerait jamais. La France, il ne lâcherait pas la laïcité. Et l'Erdogan, il ne lâcherait pas le genre d'islamiste. Il joue très bien avec ça. Donc il gagne toujours, chaque fois. Rémi Daniel, est-ce que les Turcs de France sont attentifs, sont réceptifs au discours du président Erdogan? Il faut savoir que de manière plus générale, le gouvernement turc, et ça a été rapidement évoqué, fait très attention à maintenir des liens entre la patrie, la Turquie, et les communautés turques dans le monde, et en particulier en Europe. Je rappellerai juste une phrase de Erdogan en 2008 où il a dit que l'assimilation des Turcs dans les sociétés européennes est un crime contre l'humanité. Donc il y a quand même tout un réseau d'institutions qui permettent de maintenir culturellement, religieusement, le lien entre les Turcs d'Europe et la Turquie. C'est important parce qu'ils ont le droit de vote aussi. Ils ont le droit de vote, et ce qui est d'ailleurs un signe assez intéressant pour savoir que pensent les Turcs d'Europe, c'est les résultats aux élections. Et ce qu'on voit,
c'est que principalement les Turcs de France et d'Allemagne, soit c'est des régions où c'est des Turcs avec ethniquement kurdes, et donc là ils votent pour le parti kurde, ça c'est plutôt en Italie, mais en France et en Allemagne, on voit que l'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan, et le MHP, le parti nationaliste, soutien d'Erdogan, font des meilleurs résultats dans la diaspora qu'en Turquie, ce qui montre que le discours plutôt religieux, plutôt nationaliste que Erdogan vend à la fois en Turquie et aux Turcs d'Europe fonctionne mieux en Europe qu'en Turquie. Selon vous, la France devrait déjouer toute influence turque sur l'organisation de l'islam de France ? La France devrait d'abord essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe, parce que j'ai l'impression qu'on fait un peu des mélanges. Oui, il y a un fait qui est très réel, qui est la tentative d'Erdogan, et ça a été mentionné ici par Khayetan, d'utiliser les imams turcs pour maintenir des liens avec la communauté turque. Après, il faut le dire aussi, ce ne sont pas des imams salafistes, ce ne sont pas généralement non plus des imams qui essayent de convertir énormément des gens, c'est au contraire des gens qui veulent juste contrôler, selon la théorie de l'islam nationaliste turc, les communautés turques. On pourrait se dire que la Turquie est un pays allié, membre de l'OTAN. Oui, exactement. Ici, par exemple, contrôlable. Et puis aussi, il faut comprendre aussi que dans toutes ces choses-là, c'est vrai aussi que dans beaucoup de choses, il y a un peu un réflexe français assez anti-turc. Et on le voit, et juste pour rebondir sur ce que vous venez d'évoquer, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il faut le dire aussi que pour beaucoup de Turcs, ils ne comprennent pas la position de beaucoup de politiques français qui se sont rués pour soutenir l'Arménie, alors que le droit international dit que ce sont des terres azerbaïdjanaises. Pas reconnues par le droit international. Et qu'en plus l'Arménie... C'est notre pomme de discorde, hein. Vous y faites référence entre la France et la Turquie, le conflit du Haut-Karabakh. Paris qui accuse Ankara de soutenir militairement l'Azerbaïdjan, alors qu'Erdogan, lui, accuse la France de soutenir l'occupation d'une région qui n'est pas reconnue, séparatiste, n'est pas reconnue par le droit international. On écoute le président arménien, on en parle tout de suite après. Une tierce partie qui est impliquée dans l'action sur place, une tierce partie qui a soutenu et amené dans la région des terroristes islamiques. Et malheureusement, cette tierce partie est membre de l'OTAN. Et étant ici, je ne pourrais pas parler de cette tierce partie, et cette tierce partie est la Turquie. Khayetan Cohen, ce qui se joue dans ce conflit du Haut-Karabakh, encore une fois, entre la France et la Turquie, est-ce que c'est l'islam contre l'Occident, entre un Azerbaïdjan musulman et une Arménie chrétienne ? Non, je ne pense pas que ce conflit oppose l'islam à l'Occident ou au christianisme. C'est un conflit plus complexe. Quand vous voyez que la Russie soutient l'Arménie, ou que l'Iran chiite soutient aussi l'Arménie, alors que l'Azerbaïdjan est musulman et chiite, ou quand vous voyez qu'Israël est le plus grand fournisseur d'armes de Bakou, il me semble donc qu'il n'y a aucun fondement religieux dans ce conflit. Cet aspect est mis en avant par les Arméniens, mais quand je regarde la carte du Caucase de manière rationnelle et non émotionnelle, je ne vois aucune guerre de religion. Rémi Daniel, interventionnisme en Syrie, interventionnisme en Libye, aujourd'hui dans le Haut-Karabakh. La Turquie n'avait pas l'habitude d'être aussi présente sur autant de théâtres. Où est passée la politique du zéro problème avec les voisins si chers à la Turquie en matière de politique étrangère ? Alors, cette politique de zéro problème avec les voisins, c'était d'ailleurs une invention d'un des amis de Erdogan, Davutoglu, qui était quand même déjà un changement. L'ancien ministre des Affaires étrangères, qui était déjà un changement par rapport à la vision purement kémaliste républicaine, qui était simplement plutôt isolationniste. Donc on a eu cette politique de zéro problème avec les voisins, qui était quand même une politique d'influence de la Turquie, sans problème, mais quand même influente. Et globalement, c'est le printemps arabe, l'échec qu'a subi à ce moment-là la Turquie dans sa politique, son incapacité à se rapprocher d'un certain nombre de ses voisins, qui a, avec en plus un raidissement interne à la Turquie du monde politique de manière générale, qui a poussé la Turquie à adopter une ligne plus nationaliste, une ligne aussi de moins soft power, là on est dans du bon hard power, et en effet de s'étendre dans un nombre de fronts encore jamais atteints. On peut aussi mentionner le fait que la Turquie essaie d'entrer en Afrique. Dans plusieurs endroits dans le monde, on voit que la Turquie veut, on verra pour combien de temps elle réussira à le faire, devenir un acteur de premier plan. Allez, on va se plonger à présent dans les subtilités du droit de la mer. La Turquie qui est accusée, comme vous le savez, de forage illégal dans les eaux grecques et chypriotes, qui sont deux membres de l'Union européenne. Avec cet exemple type, Nathanaël Chouraki, de cette petite île grecque de Castellorizo. Vous nous en dites plus.
Castellorizo, son nom officiel, c'est Megisti, vous excuserez mon accent, ce qui veut dire le plus grand. Alors c'est très ironique parce que c'est un territoire grec de 12 km², un peu moins d'ailleurs, et 500 habitants. Mais ce nom est assez éclairant sur les enjeux qui le concernent, vous allez comprendre. Cette petite île grecque est donc située près des côtes turques, tout près des côtes turques, et d'après la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, qui en général fait autorité en la matière, et bien cela veut dire que la Grèce peut unilatéralement revendiquer une ZEE, c'est-à-dire une zone économique exclusive de 200 milles nautiques tout autour. Et vous le voyez, cela ne laisse à la Turquie qu'une très étroite ZEE. Et si on faisait abstraction d'ailleurs de Castellorizo, eh bien, vous pouvez imaginer que la taille de la ZEE turque ferait plus que doubler. Alors la Turquie, bien évidemment, sur une argumentation contestable en droit international, dénie à la Grèce tous ses privilèges, d'autant évidemment qu'on a découvert d'importants gisements d'hydrocarbures en Méditerranée. Et c'est sur ce terreau-là que le lundi 10 août, eh bien, un navire d'exploration turc avait pénétré, vous vous en souvenez, dans la zone économique exclusive grecque, près de l'île donc, et les explorations sont d'ailleurs poursuivies dimanche dernier. Alors chacun à l'époque a vu très clair, il s'agit d'un acte géostratégique pur. La Turquie cherche à faire main basse sur les ressources en hydrocarbures de la Grèce, mais est-ce bien là le sujet principal? On se souvient, pour ceux qui connaissent l'histoire de la région, que Castellorizo était jadis un territoire rattaché à l'Empire ottoman, et on peut avoir l'impression qu'en réalité, il ne s'agit pas tant de géostratégie, si l'on sait en réalité que la Turquie, n'a pas fini d'explorer ses propres côtes à la recherche d'hydrocarbures. Pourquoi a-t-elle besoin d'aller chercher du côté de Castellorizo? L'acte est plus clairement symbolique, on est plus dans cette dynamique de projection de pouvoir, voire de déstabilisation constructive et de multiplication des fronts stratégiques, comme l'évoquait Rémi Daniel à l'instant. Khay Etan Koel, est-ce qu'on n'est pas face à une aberration géographique avec cette Turquie qui a quand même plus de 80 km de côte en Méditerranée orientale, avec des eaux territoriales, somme toute, très limitées? Le droit de la mer est favorable aux Grecs. Selon le droit international, toute l'île a le droit à des eaux territoriales. En raison de la proximité des îles grecques avec ses côtes, la Turquie se sent lésée et y voit effectivement une aberration géographique. Ils veulent changer cette réalité. Comment? Non pas en saisissant la Cour pénale internationale, mais en tentant de négocier avec les Grecs leurs frontières maritimes et obtenir des concessions. Tout cela a une incidence sur Israël, car l'État hébreu veut exporter son gaz vers l'Europe, via Chypre et la Grèce. Avec le projet du gazoduc EastMed. Rémi Daniel, un mot sur cette question du gaz naturel? Je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que les expéditions maritimes pour chercher du gaz, ce n'est pas le cas. De toute façon, c'est des bateaux qui sont escortés lourdement. Ils ne vont pas chercher du gaz, ce sont des provocations. Et ça, c'est très clair et quasiment assumé par le gouvernement turc. Par contre, en ce qui concerne la justification de la Turquie, moi, je suis plutôt à penser que la Turquie a raison de ce point de vue-là. Tout d'abord, elle n'a pas signé la loi de la mer, comme les États-Unis, comme Israël. Ensuite, la question chypriote n'est pas réglée. La question chypriote n'est pas réglée. Ensuite, la loi de la mer ne dit pas qu'il y a des choses qui sont automatiques. C'est-à-dire que c'est des principes qui doivent être ensuite sanctionnés par des accords entre les deux pays. Et la Turquie n'a jamais réussi à obtenir un accord. Par exemple, si on adoptait le principe de la petite île qui sert à toute la Manche, serait anglaise, puisqu'il y a les îles anglo-normandes qui sont à côté de la Normandie. Et on le voit, dans ce cas-là, on est arrivé à un accord qui n'a diminué l'importance des îles. C'est ce que la Turquie veut depuis le début. Elle n'a d'ailleurs pas été la première à rompre le statu quo. C'est la Grèce qui est la première à décider de manière unilatérale de déterminer des zones économiques exclusives assez généreuses pour elle. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre aussi la Turquie, qui au début fait valoir ses droits, et malheureusement, comme souvent avec Erdogan, dépasse la mesure et maintenant est dans la provocation, avec quand même un effet, c'est que les Européens qui ont laissé faire la Grèce et Chypre quand elles se